Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour encore une nouvelle vidéo de la chaîne, cette fois-ci dans le thème de la chimie. On va aborder aujourd'hui les dosages, et notamment les dosages par étalonnage. Alors, le chapitre des dosages, c'est un chapitre super marrant vu qu'il y a beaucoup de TP très très chouettes à faire, et des fois ils sont vraiment un peu impressionnants. Et il y a aussi la théorie à côté. La théorie, il y a les cours, et c'est légèrement moins marrant que les TP, surtout quand les TP impliquent mélanger de la soude et de l'acide fluorhydrique, mais c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au dosage par étalonnage. Alors avant tout, il faut savoir ce que c'est qu'un dosage. Un dosage, en gros, c'est une expérience chimique qui vise à identifier la concentration d'un produit en solution. En gros, c'est mesurer, ça sert à mesurer expérimentalement la concentration d'un soluté. Voilà ce que c'est que voilà ce que c'est qu'un dosage. Donc je bugué. Donc un dosage, ça sert à mesurer expérimentalement la concentration d'un soluté. Il y a différents moyens de faire ça, et un de ces moyens, c'est par étalonnage. D'autres moyens, c'est par titrage, par exemple, et ça on le verra dans les vidéos suivantes. Mais en gros, par étalonnage, ça renvoie au mot étalon. En fait, un étalon, c'est une sorte de mesure de base. Par exemple, pour savoir ce que représente un mètre, on a un étalon, un mètre étalon. Donc en gros, c'est une barre de métal qui fait 1 mètre. Et maintenant, en fait, on se repère à propos de ce mètre. Et c'est la même chose pour le kilo. Il y a un bout de platine, genre conservé quelque part en France, qui fait pile 1 kilo. Et le kilo, c'est ça. Du coup, les gens ils s'organisent autour de cet étalon. Et là, c'est la même chose qu'on va faire dans les mesures par étalonnage. Et ce qui est intéressant avec les dosages par étalonnage, c'est que ce sont des mesures non destructives. En fait, il n'y a pas de réaction chimique, on ne fait pas interagir en fait, le soluté. Du coup, il n'est pas détruit. Parce qu'il y a d'autres titrages qui en fait, impliquent une réaction chimique. On mesure l'évolution de cette réaction chimique, par exemple, pour estimer à la base combien de soluté il y avait au début. Mais là, on n'a pas besoin de faire ça. Quand on peut faire un dosage par étalonnage, on peut conserver tous nos solutés. Donc c'est très intéressant. Le premier moyen de faire un dosage par étalonnage, c'est un dosage par absorbance. Voilà ce que ça donne. En fait, il y a deux moyens. Il y a deux moyens qu'on voit en terminale pour les dosages par étalonnage. Le premier, c'est par l'absorbance. Le deuxième, c'est par la conductimétrie. Donc les premiers dosages, en gros, c'est assez basique, c'est assez intuitif le concept. Ça utilise la couleur des solutés. Donc si notre soluté est colorée, on peut en fait mesurer la couleur de la solution grâce à un spectrophotomètre. Et en fait, ça part d'un principe logique. Plus le soluté est concentré aux solutions, plus la couleur de la solution sera forte. En gros, c'est ça. Et en fait, c'est même proportionnel. Plus notre solution est concentrée, plus la couleur de la solution sera forte. Du coup, dans le dessin que je vous ai représenté, cette solution est peu concentrée et cette solution est très concentrée. Et bon, ça c'est ce qu'on appelle une échelle de teinte. Ouais, c'est un peu artisanal, mais en gros, si on cherche à déterminer la concentration en colorant d'un produit, je sais pas, d'un bain de bouche ou un truc comme ça, on fait une échelle de teinte et à l'œil comme ça, on essaie de replacer en fait notre bain de bouche de solution inconnue parmi ces étalons dont on connaît bien la concentration. Et si on détermine que il va ici, entre les deux, et on connaît les concentrations, ici par exemple c'est 0,5 mol par litre, et ici c'est 0,3 mol par litre, et du coup on peut estimer que la concentration de notre solution est entre 0,5 et 0,3 mol par litre. Donc c'est légèrement artisanal, c'est pas très précis, et c'est un peu à vue d'œil. Mais ensuite, on peut faire la même chose avec ce qu'on appelle des spectrophotomètres. Donc les spectrophotomètres, ce sont des appareils qui mesurent de manière très précise l'absorbance d'un produit. Du coup, on peut utiliser ces mesures précises pour faire des dosages plus précis. Et donc, comment est-ce qu'on utilise ces spectrophotomètres? Donc, pour les utiliser, en fait, il faut d'abord, avant tout, connaître un petit peu la loi de Beer-Lambert. Donc, la loi de Beer-Lambert, c'est une loi qui parle de l'absorbance. Et elle est extrêmement simple. Elle dit que l'absorbance d'une solution est égale à K, une constante, fois la concentration du soluté. Du coup, là dans l'expérience avant, il y avait du bleu de méthylène par exemple. S'il y a 2 fois plus de bleu de méthylène, la concentration est 2 fois plus élevée. L'absorbance est 2 fois plus élevée. Du coup, c'est assez intuitif. Et ce cas-là, en fait, il est aussi important parce que ce cas-là, c'est le coefficient d'extinction molaire. Donc ça, c'est un peu un truc qui fait peur, mais en gros, c'est juste un coefficient
qui est donné à chaque molécule différente, à chaque colorant qui absorbe de la lumière, il a son propre coefficient, c'est unique, fois la largeur de la cuve. Parce qu'une cuve 2 fois plus large, ça permet d'absorber 2 fois plus de lumière. Mais du coup, si vous utilisez toujours les mêmes tubes à essai ou les mêmes cuves pour l'absorbance, vous pouvez réunir ça dans un cas qui est la constante de proportionnalité. Et en gros, la concentration est directement proportionnelle à l'absorbance. Et c'est tout ce qu'il faut savoir sur la loi de Beer-Lambert. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on utilise la loi de Beer-Lambert ? Vous devez être en train de vous dire que si c'est directement proportionnel, il suffit de mesurer l'absorbance d'une solution en particulier. Du genre, on fait une solution concentrée à 1 mol par litre, on mesure l'absorbance. Donc une fois qu'on a l'absorbance et la concentration, c'est facile de retrouver le cas et après le tour est joué. Mais le problème, c'est que c'est des valeurs expérimentales. Ça se trouve, vous êtes légèrement trompé dans la concentration. Ça se trouve, le spectrophotomètre, il n'est pas archi précis. Et il douille un peu, et du coup, vous êtes légèrement trompé aussi au niveau de l'absorbance. Et du coup, si vous vous basez sur une seule valeur, votre cas n'est pas très fiable. En fait, parce que la probabilité que vous vous soyez trompé dans le C et dans le A est relativement élevée. Ça se trouve, vous avez juste mal placé la cuve. Ça se trouve, il a bugué le spectrophotomètre. Ça se trouve, vous avez mal fait la dilution, et en fait, vous n'avez pas les bonnes valeurs. Du coup, comment on fait pour s'assurer que nos valeurs sont plus ou moins fiables ? On répète un grand nombre de fois l'expérience. On calcule le cas pour un nombre important de valeurs, genre 5 ou 6, et ensuite on fait une moyenne du cas, et on utilise cette moyenne pour trouver l'absorbance ou la concentration, pour trouver la concentration de du produit désiré. Je vais expliquer ce qui se passe. Par exemple, disons que vous avez une solution bleue et que vous voulez déterminer la concentration en bleu de méthylène de cette solution. Et à côté de vous, vous avez une solution de bleu de méthylène extrêmement concentrée, disons 2 mol par litre. Ouais. Comment vous faites ? Par exemple, vous mesurez l'absorbance de cette solution à 2 mol par litre. Mais ensuite, vous mesurez l'absorbance d'une solution de 1 mol par litre en diluant la solution de base. Ensuite, vous mesurez l'absorbance d'une solution de 0,5 mol par litre. Et ensuite, l'absorbance d'une solution de 0,25 mol par litre. Et là, vous avez déjà 4 mesures. Du coup, le cas que vous commencez à avoir, il est plus ou moins fiable. Là, ça me fait penser, j'ai envie d'introduire une distinction entre fiable et précis. C'est très distinct. Précis, ça veut dire qu'on se rapproche de la valeur originale, enfin de la valeur exacte, avec plein de chiffres derrière la virgule, parce que nos instruments de mesure nous le permettent. Fiable, ça veut dire qu'on a fait un grand nombre d'expériences et qu'on a limité la probabilité de s'être totalement gouré. En fait, plus on fait un grand nombre d'expériences, plus notre valeur est fiable, vu que plus on limite la probabilité d'être complètement à côté de la plaque, et plus notre instrument a des chiffres derrière la virgule et est sensible, plus notre mesure sera précise. Mais ça n'a rien à voir, il ne faut vraiment pas confondre fiable et précis. Voilà, c'était un petit point comme ça. Du coup, soit ce que vous pouvez faire, revenons à nos moutons, soit ce que vous pouvez faire, c'est calculer la moyenne du cas que vous avez eu grâce à cette formule-là, et mesurer l'absorbance de votre solution de bain de bouche. Et ensuite, comme vous connaissez le cas, vous savez que A sur K c'est égal à C, et du coup vous trouvez votre concentration, tout le monde est content. Soit ce que vous pouvez faire, c'est tracer un graphique, comme ce que j'ai fait à gauche. Vous placez en ordonnée l'absorbance et en abscisse la concentration. Vous placez les points qui correspondent aux mesures de 2 mol par litre, 1 mol par litre, 0,5 mol par litre et 0,25 mol par litre. Et ensuite, vous tracez ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Et c'est important. Pourquoi ? Vu que c'est une droite qui est censée passer par l'origine. Pourquoi ? Parce que quand la concentration est de 0, l'absorbance aussi est censée être de 0. C'est plus ou moins logique. Du coup, vous savez que c'est une droite et que donc elle a pour équation y égale ax. Or, on a aussi a égale kc. Et comme ici, on a l'absorbance en fonction de la concentration et qu'on peut on peut retrouver une équation qui s'écrit y égale ax, en fait, notre coefficient directeur a, ici, il est directement égal au k de la formule. Du coup, si vous n'avez pas envie de faire une moyenne des différentes valeurs que vous avez trouvées pour trouver un k, ce que vous pouvez faire, c'est juste placer les points sur une courbe, sur un graphique, tracer la droite d'étalonnage, en gros, qui est la droite qui passe environ au milieu de tous les points, et ensuite vous calculez le coefficient directeur de cette droite, et ça vous donne directement le k.
Ou alors, ce que vous pouvez faire carrément, c'est retrouver l'absorbance de votre produit. Disons qu'il avait une absorbance par ici. Vous faites sur la droite. Vous descendez directement. Vous n'avez même pas à vous casser les pieds pour trouver le cas. Et ici, bim, vous trouvez la concentration en bleu de méthylène de votre bande bouche. Tadam! Voilà différentes choses à faire. Mais en gros, le principe d'une solution d'un dosage par étalonnage consiste à faire une échelle, en fait, avec plusieurs mesures, dont on connaît la concentration et dont on mesure l'absorbance. Et ensuite, on essaie de replacer parmi ces mesures le produit dont on cherche à vérifier la concentration. On mesure son absorbance, et à partir de cette absorbance et de notre échelle, de notre étalon, on arrive à estimer la concentration. Donc, soit on peut faire ça avec l'absorbance, donc la couleur, soit on peut faire ça avec la conductimétrie. Alors, la conductimétrie, c'est quoi? La conductimétrie, c'est en fait, ça calcule, ça mesure la capacité d'une solution à laisser passer le courant. Donc, voici un conductimètre. C'est un instrument de mesure assez pratique. Et qu'est-ce qu'il fait ce conductimètre? En fait, il mesure la conductivité d'une solution. Alors, c'est quoi la conductivité? Vous voyez ce que c'est que la résistance? La résistance d'un circuit électrique. R. R s'écrit en ohm. Ouais. Et l'inverse de la résistance, c'est G, la conductance, en ohm-1 ou en Siemens. En ohm-1, ou alors ça peut s'écrire aussi en Siemens. Ouais. Donc c'est juste l'inverse de la résistance. La conductance, c'est la capacité d'un circuit électrique ou d'une solution à laisser passer le courant, contrairement à la résistance, qui est la capacité d'une solution ou d'un circuit électrique à freiner le courant. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la conductance, elle dépend de l'instrument de mesure. En fait, comment est-ce qu'on mesure la conductance en solution? On met deux plaques de métal. On met deux plaques de métal dans une solution. Genre, je vais faire un schéma. On met un bécher. Il est vraiment dégueulasse, ce bécher. On prend un bécher. Ici, il y a de l'eau, où il y a une solution. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux plaques de métal. On applique un courant électrique et on voit la différence de potentiel. Sauf que la conductance mesurée dépend de l'écart entre les deux plaques et de la taille des plaques. Du coup, en fonction de l'instrument de mesure qu'on utilise, on obtient une conductance différente. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations sur la solution. Ou alors, c'est difficile de comparer en fait nos mesures avec les mesures d'un camarade ou d'un autre scientifique au bout du monde. Parce que si chacun a son propre instrument de mesure et que chaque instrument de mesure fournit des valeurs individuelles, c'est pas très pratique. Du coup, ce qu'on fait, pour s'assurer que c'est plus homogène, que les résultats sont plus homogènes, c'est qu'on divise ce qu'on fait, c'est qu'on divise la conductance par la distance entre les plaques et qu'on multiplie tout ça par la surface pour en fait annuler le fait que la conductance dépend de la surface entre les plaques et la distance entre les plaques. Du coup, on appelle ça sigma. Ok. Et sigma, c'est égal à G fois L sur S. Voilà ce que ça donne. Du coup, et sigma, c'est ce qu'on appelle la conductivité. Et ça, c'est un mot important. Et du coup, en fait, la conductivité, c'est la conductance d'une solution une fois qu'on a bidouillé la conductance pour faire en sorte qu'elle soit homogène. En gros, on annule les caractéristiques particulières de chaque conductimètre grâce à cette formule, L sur S. Et du coup, ça fait que la conductivité qu'on trouve pour une solution, dépend uniquement de la solution. On a annulé ce qui dépendait du conductimètre. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, avec un conductimètre fait maison en Europe en 2020, je vais trouver par exemple une conductivité de 70 Siemens par mètre pour une solution d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Et quelqu'un en Amérique latine, dans 20 ans, avec son propre conductimètre fait maison, trouvera la même conductivité pour le même type de solution parce qu'en fait, la conductivité, ça dépend uniquement de la solution. Et c'est extrêmement pratique. Et en fait, ça va nous permettre de faire des mesures qui ressemblent beaucoup à celles en fait, de l'absorbance. Regardons ce que ça donne. Maintenant, en fait, à la place d'avoir ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, on a ce qu'on appelle la loi de Colrausch. Donc, c'est un parcours du combattant d'écrire le mot Colrausch. Je pense que ça s'écrit comme ça, mais je suis même pas sûr. Donc, vérifiez si vous avez envie.
Mais donc la loi de Colroge, elle dit en gros que la conductivité d'une solution, c'est égal à lambda fois C. Ça ressemble beaucoup au A égale K fois C1. Ça ressemble beaucoup. Mais là, ce qui se passe, c'est que on a juste des lettres différentes, et cette fois-ci, on a des lettres grecques, mais il faut faire avec. Donc, la conductivité de la solution, elle est égale à lambda, qui est en gros la permissivité électrique d'un ion. En gros, c'est la capacité de chaque ion à conduire le courant. Par exemple, un ion magnésium Mg2+, qui est un petit ion très chargé, il se déplace très rapidement dans une solution d'eau, et comme il a 2 charges plus, il se déplace vraiment de manière très facile. Ou alors un ion H+, c'est vraiment qu'un proton. C'est juste de la charge positive plus dure. Ça aussi, ça se déplace très vite en solution. Et pareil, les ions H3+. Les ions H3+, comme ils sont dans l'eau, en fait, ils se déplacent très vite en solution aussi. Mais, par exemple, un ion organique important, genre un ion carboxylate, genre l'ion octanoate, c'est-à-dire une chaîne de 8 carbones avec un groupe carboxyle au bout, et qui est juste avec une charge moins, ça c'est un gros truc, c'est quand même une grosse molécule, elle a du mal à se déplacer en solution, et du coup ce genre d'ion, il va pas bien conduire le courant, quoi, parce qu'il est gros, il est lent, il est lourd, il est pas très chargé, et du coup même si on applique un courant dans une solution qui contient cet ion-là, la solution va pas très bien conduire le courant. Du coup en fait ce lambda, c'est simplement un indicateur de la conductivité de chaque ion. Ouais. Et du coup le sigma il nous informe sur la concentration de la solution. Du coup, par exemple, si on a une solution dans laquelle est dissous du sulfate, un ion sulfate, SO4 mais on ne connaît pas très bien sa solution, on ne connaît pas du tout sa concentration, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait la même chose que pour l'absorbance, on fait un étalon. Par exemple, on calcule la conductivité d'une solution pour 0,1 mol par litre de sulfate, pour 0,2 mol par litre de sulfate, pour 0,5 mol par litre, pour 1 mol par litre et pour 2 mol par litre. On fait un joli graphique. On place nos points sur le graphique et on trace une droite. Et ensuite, on mesure la conductivité de notre solution de concentration inconnue et on replace cette droite sur le graphique. Et tadam, on obtient la concentration. Voilà en fait à quoi servent les dosages par étalonnage. Ça permet de mesurer les concentrations de solutions dont on ne connaît pas la concentration à partir simplement en fait, d'une grille d'étalonnage établie à côté. Et en fait, comme ça, on n'abîme pas du tout la solution en question. En fait, on n'a que à mesurer une propriété de la solution, on n'a pas à faire réagir les espèces chimiques qui se trouvent en solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que je ne vais pas trop emmêler les pinceaux. C'est pas fini pour les dosages, il reste encore les dosages par titrage par exemple, et j'espère que vous allez beaucoup vous amuser en labo, parce que franchement, les expériences de titrage et de dosage, c'est trop bien. Genre vraiment, c'est les meilleures expériences qu'il y a dans les labos. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.